Alors mon père, moi je suis d'accord avec absolument tout ce que vous avez dit. Et j'ai un seul problème, c'est que vous terminez en nous disant que ça va être difficile, mais qu'il faut qu'on change, si je comprends bien. Ou en tout cas que, voilà, vous venez nous dire quelque chose de difficile, que vous avez prié pour nous parce que ça allait être très dur à entendre, et que donc... Parce que pour moi, parce que c'est foncièrement surnaturel. Oui, mais mon père, c'est foncièrement ce qu'on applique. On n'a pas du tout, c'est exactement ce qu'on cherche à appliquer. Je ne sais pas lequel de mes confrères ici se lèverait en disant « je cherche à mentir le plus possible dans l'exercice de mon métier ». C'est absolument pas possible. Et vous parliez de déontologie de l'avocat catholique. Alors moi, je voudrais vous rassurer, je crois qu'il n'y a aucune différence entre la déontologie de l'avocat catholique et la déontologie de l'avocat tout court. Avocat, c'est quoi? Parce que le problème aussi, c'est qu'il faut qu'on se replonge dans ce qu'est notre métier. Encore une fois, je dis ça un peu sous forme de boutade, mais c'est vrai que je suis absolument d'accord avec tout ce que vous avez dit. Maintenant, pour l'exercer, il faut donc savoir ce que nous exerçons, ce qu'est notre métier. Avocat, j'ai cherché dans le code de déontologie, le nôtre, je n'ai pas trouvé de définition parce que je n'ai pas dû chercher à la bonne page. Alors j'ai été sur Wikipédia. C'est un petit peu honteux pour savoir ce que c'est qu'un avocat. L'avocat est un juriste, ça déjà c'est bien, dont les fonctions traditionnelles sont de conseiller, représenter, d'assister et de défendre ses clients. Être avocat, c'est effectivement défendre. Advocare, porter la parole. Je vais citer un de mes professeurs quand j'étais à l'école du barreau, que j'aimais beaucoup, qui s'appelait Jean-Claude Vogue, et qui a écrit « Être avocat, c'est se consacrer à autrui et l'aimer, pour le défendre, pour le conseiller, pour dédramatiser la situation. » Donc, je pense que pour un non-chrétien, je ne crois pas qu'il était catholique pratiquant, Jean-Claude Vogue, pour un non-chrétien comme pour un chrétien, c'est beau d'entendre, et c'était une référence au barreau aussi en termes d'enseignement et en termes de déontologie, que être avocat, c'est se consacrer à autrui et l'aimer. Et là, on met en avant d'abord la charité. Pour cela, il faut que nous exercions en conscience. Ça, c'est l'article 1 du Code de déontologie. L'avocat, vous l'avez rappelé en nous rappelant nos principes essentiels, doit exercer en conscience. Et l'article 2, qui suit presque immédiatement l'article 1, après le 1 bis, l'article 2, c'est le respect du secret professionnel. Ce qui veut dire que tout de suite, quand on exerce en conscience, on se confronte à la question du secret professionnel. C'est dans l'essence même du métier de l'avocat. Nous ne sommes pas une boîte aux lettres. Nous ne sommes pas uniquement une transmission, une manière de savoir parler mieux, parce qu'on a un client qui bégaye, donc il va prendre un avocat pour que l'avocat qui ne bégaye pas, si tout va bien, puisse porter mieux sa parole devant le tribunal. C'est plus que ça. L'avocat met tout son honneur, toute sa personne à défendre son client. Et il doit donc la défendre en conscience. Qu'est-ce que ça veut dire en conscience? Vous nous l'avez expliqué. Cette conscience, dans les manuels que j'ai travaillés pour cette conférence, parce que mes cours de déontologie, si ce n'est la pratique, étaient un peu plus loin. Donc, dans les manuels, j'ai trouvé, en fait, sur beaucoup de pages, très peu de références à la conscience et très peu de définition de la conscience, tellement la conscience est quelque chose d'intérieur. Et vous aviez bien raison de redire que c'était à la fois intérieur et extérieur, si on peut dire. Mais ce que je veux dire par là, c'est que c'est intérieur parce que nous l'avons intériorisé. La conscience, nous savons en fait tous au fond de nous ce que c'est, nous savons quand nous y manquons, nous sentons quand ça ne va pas, et nous devons chercher à la respecter le plus possible. Il paraît d'ailleurs qu'une conscience que l'on cherche à respecter et à écouter devient de plus en plus fine, alors que si on ne l'écoute pas, elle s'émousse de plus en plus. C'est là peut-être où vous vouliez parler pour les avocats tout à l'heure. Mais nous l'écoutons tant que dans les contrats de collaboration, il y a une clause qu'on ne peut pas supprimer, il y a plusieurs clauses qu'on ne peut pas supprimer, mais il y a une clause en particulier qu'on ne peut pas supprimer, c'est la référence à la clause de conscience du collaborateur qui peut refuser tout dossier à son patron au nom de cette clause de conscience. Or, exercer en conscience, ça veut donc dire accepter et défendre des dossiers qui correspondent à notre conscience. Et nous passons notre temps à voir dans les tribunaux d'abord nos contradicteurs qui, très bizarrement, n'ont pas le même sens de la conscience que nous, puisqu'ils acceptent de défendre ces abjectes personnes que nous avons en face de nous.
Nous avons des contradicteurs, nous avons même parfois des procureurs de la République qui font preuve d'une absence de confiance terrible en osant accuser des clients qui ne doivent pas être accusés. On est donc confronté tout le temps à des problèmes de conscience qui, malgré tout, relèvent aussi de la subjectivité. Et puis, il y a des évolutions dans la conscience, c'est-à-dire au moins des évolutions dans la loi, si ce n'est dans la conscience, puisque, par exemple, et là je parle tout d'un coup d'un magistrat, on peut avoir un magistrat qui doit avoir en début de sa carrière condamné des jeunes femmes parce qu'elles avaient procédé à un avortement, et qui en fin de carrière doivent condamner des jeunes femmes parce qu'elles ont mis sur Internet des propos qui sont des incitations à ne pas avorter. C'est le même juge, ce n'est pas la même loi, c'est le même pays, c'est le même tribunal. Donc là-dessus, il est évident que la conscience de l'avocat, c'est quelque chose qui doit s'adapter à ce qu'il pense lui-même, à ce qu'il ressent lui-même. Est-ce qu'on peut défendre toutes les causes? Évidemment non, mais nous sommes 30 000 à Paris par exemple. Et je ne sais pas combien on parlementaire. Mais nous sommes 30 000 à Paris, ce qui veut dire que par définition, ce que moi je considérerais comme indéfendable, mon voisin au contraire considérera que c'est peut-être la plus belle cause qu'il ait à défendre de sa vie. Ce que l'un considère comme indéfendable, ce sera pour l'autre quelque chose de complètement banal. Et il y aura une manière pour l'un de défendre quelque chose qui pour l'autre sera une manière inacceptable et qui pour l'un sera quelque chose de tout à fait naturel. Et là, je parle sans faire référence à ce que vous dites, c'est-à-dire sans une référence à une morale qui soit universelle, à une conscience universelle. Ça me paraît certain. Par exemple, aujourd'hui, je réfléchissais depuis quelques jours, en préparant cette conférence, est-ce qu'il y a des causes qui, aujourd'hui, me paraissent indéfendables? Je ne le crois pas, parce que récemment, on ne m'a pas soumis de cas où j'ai dit non, je ne peux pas. Donc, je n'ai pas l'impression. Il y a certainement, et ça m'arrive en revanche plusieurs fois par an, des gens que je n'ai pas envie de défendre, ou dont j'estime que non, ça ne me convient pas, et donc à qui je dis très poliment qu'ils peuvent trouver quelqu'un d'autre, mais que ce ne sera pas moi. Pourquoi? Parce que je n'adhère pas non pas forcément aux faits qu'ils ont commis, mais à la manière dont ils les revendiquent, à ce qu'ils pensent, à ce qu'ils souhaitent pour leur défense, et que moi, ça ne me convient pas. Par exemple, si aujourd'hui, une infirmière ayant pratiqué un acte d'euthanasie venait me trouver, a priori, j'ai aucune envie de défendre quelqu'un qui a pratiqué l'euthanasie, parce que c'est pour moi viscéralement, tuer quelqu'un est quelque chose de très difficile. En même temps, c'est ridicule que je dise une chose pareille, puisque j'ai défendu des assassins à qui j'ai serré la main très régulièrement, donc je ne vois pas pourquoi, là, tout d'un coup, je mettrais un barrage. Donc si cette infirmière vient me voir, et qu'entre elle et moi, quelque chose se passe qui fait que nous nous entendons, qu'elle me fait confiance et que je lui fais confiance, parce que je pense que ça, pour moi, en tout cas, ça fait partie de ma conscience, je ne peux pas défendre un client en qui je n'ai pas confiance. Il faut qu'il y ait une confiance réciproque. Confiance, ou en tout cas que j'ai l'impression de le cerner suffisamment. Eh bien, si elle vient me voir et qu'en aucun cas, elle n'a envie ou besoin que je défende l'euthanasie, mais simplement que je la défende elle, eh bien, il est possible que je la défende, il est tout à fait possible que je la défende. La seule chose, c'est que je ne viendrai jamais dire qu'il faudrait légaliser l'euthanasie, que ce qu'elle a fait est normal. Je viendrai expliquer pourquoi elle l'a fait, je viendrai expliquer sa souffrance, je viendrai expliquer ce qu'elle m'expliquera elle-même, je ne viendrai pas défendre une cause. C'est peut-être une cause de l'euthanasie, je veux dire. C'est peut-être la raison pour laquelle je ne défends pas, par exemple, d'associations de défense des femmes violées ou des femmes battues. Bon, d'abord, aucune association de femmes violées n'avait venu me demander de les défendre. Il faut quand même là être en vérité, mon père. Donc c'est peut-être pour ça aussi. Mais disons que quand les occasions se sont présentées, j'ai jamais été très chaude, parce que défendre des individus a toujours été, pour moi, depuis que j'ai prêté serment, dans l'essence de mon exercice professionnel. Défendre une association avec des principes, des concepts, le fait qu'il est toujours mal de faire ça, que c'est toujours comme ça que ça se passe, et bon, ça c'est quelque chose qui ne me convient pas. Mais ça c'est personnel, il y a des avocats d'associations qui sont remarquables et qui font un travail remarquable. Donc chacun doit également choisir sa défense en fonction de ce qu'il ressent et de ce qu'il peut faire, parce que dans les autres déclinaisons des principes essentiels, nous devons aussi défendre avec compétence, défendre avec cœur, défendre avec honneur,
Et tout ça, on ne peut le faire que si, évidemment, on se sent à l'aise avec la cause que l'on défend. Est-ce que l'on peut donc défendre toutes les causes? Sûrement pas. C'est-à-dire que tout le monde ne peut sûrement pas tout défendre. Et de toute façon, il faut se rappeler que quand on défend quelqu'un, on défend la personne, on ne défend pas l'acte. Quand on défend un violeur, à ma connaissance, il y a certains avocats qui défendent le viol, d'ailleurs, parce que je pense qu'ils estiment que voilà, le viol n'existe pas, ou des choses de ce type-là. Je pense qu'en conscience, ils le croient. Je pense, moi, que c'est une conscience pervertie, mais enfin, eux ne le pensent pas. Et je ne suis pas leur juge, et je ne suis pas leur confesseur. Mais je pense donc, je pense un peu excessivement là. Je ne sais plus très bien ce que je pense. Bon, que donc, qu'on défend l'homme, merci Monsieur le Président, heureusement que vous êtes là, qu'on défend l'homme et pas le fait. Et que donc, il m'est arrivé de défendre des gens qui avaient commis des choses épouvantables. Des gens qui avaient défendu des choses, qui avaient commis, des choses épouvantables. Je ne défendais pas l'acte. Je n'ai jamais, à ma connaissance, défendu un acte que je considérais comme épouvantable, et donc que je pense être relativement classique dans mes appréciations. Donc je pense que si je considère qu'un acte est épouvantable, on peut se dire que beaucoup de gens considèrent que c'est épouvantable. Je n'ai jamais défendu un acte de ce type. En revanche, j'ai défendu des gens qui avaient tué, j'ai défendu des gens qui avaient évidemment volé, j'ai défendu des gens qui avaient menti, j'ai défendu des gens qui avaient fait des... Je suis en train de réfléchir à tout ce que j'ai défendu. Oui, j'ai défendu des gens qui avaient fait des choses qui n'étaient pas très convenables. Quand le Christ dit « J'étais en prison et vous m'avez visité », à aucun moment il ne précise « J'étais en prison innocent et vous m'avez visité ». Il dit simplement « J'étais en prison et vous m'avez visité ». On peut se dire que s'il avait un peu décliné sur le plan judiciaire, il aurait dit « J'étais coupable et vous avez plaidé pour moi ». De la même manière, le bon larron n'a jamais été considéré comme innocent, on n'a jamais dit que c'était un innocent qui avait été crucifié. Or, comme il n'était pas le Christ, donc comme il n'était pas accusé pour rien, on peut penser que pour être crucifié, je ne sais pas très bien quelles étaient les lois de l'époque, mais il n'avait pas seulement volé, il avait dû faire quelque chose de plus grave. Donc, le bon larron, qui est quand même le seul saint sanctifié par le Christ lui-même, est quelqu'un qui avait commis quelque chose, sans doute, d'épouvantable. J'espère qu'il a eu un avocat. On a également le... non, ça n'a rien à voir, mais c'est Pauline qui m'a expliqué, qui m'a redit ce matin que le curé d'Ars rappelait toujours qu'il y avait le temps entre le pont et l'eau. Mais je dois dire que peut-être que l'avocat se greffe dans la vie de quelqu'un pour pouvoir parler de cette fraction de seconde qui existe entre le pont et l'eau, c'est-à-dire pour montrer l'autre versant, l'autre possibilité qu'il y a chez un homme. Et quand on défend quelqu'un et qu'on ne défend pas l'acte qu'il a commis, même si celui qu'on défend a commis le plus épouvantable, nous savons en tant que chrétiens que celui que nous défendons a une âme, qu'il l'oublie peut-être, qu'il l'a peut-être oublié mais qu'il l'a, qu'il est capable d'amour, qu'il est capable de sacrement et que peut-être d'ailleurs il en a reçu, que surtout il est aimé de toute éternité par Dieu, qu'il a été créé par Dieu et qu'il est appelé à la vie éternelle. Alors, ce n'est pas à nous de savoir son parcours après, une fois qu'on a fini de le défendre. De son parcours avant, nous n'avons que des bribes, mais ce qui est sûr, c'est qu'au moment où on se lève pour défendre celui qui a commis le plus horrible, on est toujours extrêmement digne et on peut exercer en conscience en étant l'avocat du diable. Donc la réponse est oui, l'avocat du diable ira au paradis. D'ailleurs, les seuls qui estiment que de manière certaine l'avocat du diable ne va pas au paradis, ce sont des régimes totalitaires. Par exemple, sous la terreur, on a envoyé à la guillotine des avocats qui simplement avaient défendu ceux qui eux-mêmes étaient condamnés avant la guillotine, par exemple Malesherbes, enfin, et beaucoup d'autres. Donc, le fait de considérer que l'avocat qui défend doit être assassiné comme on assassine son client, c'est quelque chose qui n'est pas chrétien, mon père. Et c'est quelque chose qui est des régimes totalitaires et non pas de notre manière à nous d'exercer. Deuxième question dans notre pratique quotidienne. Nous devons défendre
nous devons conseiller, nous ne devons pas juger. Et quand je vous écoutais, mon père, je me disais que ce que vous disiez comportait un risque. C'est le moment où on va trop loin, où on pense parce qu'on défend quelqu'un, on sait. Et que parce qu'on sait, on va présenter au juge ce qu'on sait dans la peur de mentir. Parce que si j'ai l'impression que mon client me ment, ou si mon client me ment et me dit, enfin, si le client ment et me dit qu'il ment, dans ces cas-là, si je ne vais pas porter la vérité au juge, moi-même je suis complice du mensonge. Et ça, je pense que c'est un extrêmement grand risque. Parce que dans ces cas-là, nous nous posons en juge. Nous faussons complètement la balance de la justice. La balance a deux plateaux et nous ne devons pas l'oublier. Si nous, avocats, nous quittons un des plateaux de la balance pour nous mettre à la place du fléau, il n'y a plus de balance. Et là, de nouveau, nous sommes dans un régime totalitaire. Et celui qui nous a fait l'honneur de nous confier sa défense, qui nous a tout confié, parce que quand on vient voir un avocat, je pense que ça fait partie des moments quand même très pénibles de l'existence. Non seulement on a des problèmes, mais en plus il faut les raconter à quelqu'un qu'on ne connaît pas. Et on vient lui faire confiance pour qu'il vous défende, pour qu'il vous aide, pour qu'il vous assiste, pour qu'il vous accompagne dans ces moments difficiles que l'on vit. C'est quand même un ajout de difficulté. Et à ce moment-là, il faudrait que celui à qui on se confie juge et dise « Écoutez mon brave, effectivement, ce que vous avez fait, c'est très mal. C'est beaucoup plus mal encore que ce que vous pensez. Donc si vous êtes d'accord, d'ailleurs même si vous n'êtes pas d'accord, je vais l'expliquer au juge, et puis vous aurez la peine que vous méritez, et tout ira bien. » Je ne trouve pas que ça corresponde à « J'étais en prison et vous m'avez visité. » D'abord, on n'a pas le droit, donc c'est l'article 2 de notre code de déontologie. Article 2, le secret professionnel, nous devons porter ce secret et nous devons le conserver. Et puis, ensuite, ce n'est pas être dans notre rôle. Parce que c'est toujours la question, mais alors si quelqu'un vient vous dire, chose que je viens d'exposer, vient vous dire qu'il ment, à vous il dit la vérité, et qu'il ment au juge. Alors, deux choses différentes au civil et au pénal, car il ne faut pas changer les choses, c'est quand même deux questions très différentes. Au civil, quand quelqu'un nous dit ça, il est beaucoup plus facile de le dissuader, de lui expliquer que ça ne va pas. Par exemple, quelqu'un vient nous dire « je dois 100 000 €, mais c'est beaucoup de chance, je sais de manière sûre, parce que mon créancier a eu ses entrepôts qui ont brûlé, qu'il n'a plus aucune preuve du fait que je lui dois ces 100 000 €, donc il m'a assigné, mais je ne vais pas lui payer, et aidez-moi. » Là, évidemment, nous lui expliquons tout de suite que nous ne pouvons pas mentir. Nous n'allons pas dire « bah oui, l'adversaire ne doit rien, donc... » Mais nous pouvons expliquer qu'il n'y a pas de preuve. Donc dans un cas pareil, moi si ça m'arrive, je refuse de prendre le dossier, et j'incite mon client au moins à trouver un accord avec l'adversaire. Et je peux appeler l'avocat adverse en disant « écoutez, voilà, votre client n'a aucune preuve. Vous n'avez d'ailleurs fourni aucune pièce avec votre assignation. Vous n'avez rien. Donc moi, je convainc mon client de verser quelque chose. Il ne va pas tout verser. Je n'arriverai pas à lui faire tout verser. Mais on va trouver un accord et mon client est d'accord pour un accord. Et là, je pense que j'agis tout à fait en conscience. Je ne vais pas accepter le fait de mentir, mais je ne vais pas non plus, pour autant, venir dire « je sais que mon client doit cette somme. Et si mon client insiste pour que je mente, je peux lui dire bah, « écoutez, allez voir ailleurs. » Puisque de toute façon, vous savez que vous avez raison. Vous trouverez toujours un avocat à la conscience différente, si ce n'est plus émoussé, qui n'a pas écouté la conférence du père et qui donc pourra défendre votre cause en mentant tranquillement. Ça, c'est au civil. Mais il faut savoir aussi au civil que, par exemple, toute preuve n'est pas recevable. La preuve que l'on obtient par un moyen déloyal n'est pas une preuve recevable au civil. Le juge la repoussera. Et ça peut même être condamnable de produire une pièce qu'on a mal obtenue. Et du coup, on peut se retrouver avec des poursuites sur ce fondement. Donc, on ne peut pas tout faire. Au pénal, la situation est différente puisqu'on se retrouve à défendre quelqu'un que l'on accuse. Au pénal, le client qui vient nous voir en nous disant « je suis coupable, mais je vais dire que je suis innocent », cela n'arrive jamais. Jamais parce que, et c'est tout à fait naturel, quelqu'un qui vient confier sa défense à un avocat commence quand même par voir un peu ce qu'il peut dire et ce qui marche ou ce qui ne marche pas. Donc il ne va pas arriver tout beau en disant je suis coupable mais on va plaider que je suis innocent parce que mon dossier est bon.
Il n'a pas suffisamment confiance de prime abord pour le faire. Alors, je dis que ça n'arrive jamais. En 23 ans, en fait, ça m'est arrivé une fois. Mais le bâtonnier Charrière-Bournazel, qui a un peu plus d'ancienneté que moi, dit que ça ne lui est jamais arrivé. Donc, j'ai beaucoup de chance que ça me soit arrivé à moi. C'est un cas assez rare. Donc, ça n'arrive pas. Ça reste un cas complètement théorique. Mais de toute façon, si un client nous dit ça, en quoi est-ce que nous aurions pour autant le droit de le juger? C'est-à-dire de savoir que ce qu'il dit est vrai, que ce n'est pas simplement un mythomane, un homme qui se trompe, une femme qui mélange tout, quelqu'un qui teste. Et puis, puisqu'il veut ça, comment est-ce que nous pouvons l'accompagner? Alors, certainement pas en trahissant le secret qu'il vient de nous confier, le « je suis coupable, mais le dossier permet de dire que je suis innocent, donc on ne peut pas trahir ce secret ». Si du coup on est trop mal à l'aise, rien ne nous empêche de nous déporter, et ça nous pouvons. Mais il faut aussi se déporter sans que cela signe la culpabilité de notre client. Est-ce que vous me permettez de citer votre père, Monsieur le Président? Le père de Monsieur le Président Talon, quand un client venait lui dire « Maître, je vais vous dire toute la vérité », disait « Attention, est-ce que c'est utile pour la défense de votre dossier ?» Et si le client disait « Bon, je ne sais pas, non. » Bien alors, monsieur, tenons-nous-en à votre dossier et gardez pour vous toute la vérité. Et c'est la sagesse. Nous n'avons pas à savoir parce que nous n'avons pas à juger. Alors évidemment, plus la relation de confiance qu'on a avec notre client est grande, plus il peut tout nous dire, tout ce qu'il pense, tout ce qui peut être bon, tout ce qui peut ne pas être bon. Et plus nous, ayant confiance en lui, nous pourrons le défendre au mieux. Parce que nous saurons qu'il n'y a rien de caché, que rien ne risque de nous éclater entre les mains ou dans le dossier la veille de la plaidoirie ou même plus tard. Plus nous serons à l'aise dans notre mode de défense et plus nous pourrons le conseiller utilement. Faudra-t-il pour autant dire toute la vérité? Mais qu'est-ce que ça veut dire toute la vérité? Nous sommes là pas pour apporter quelque chose qui soit le plus complet de manière à décharger notre conscience et à nous éviter de réfléchir. Nous sommes là pour aider, nous sommes là pour épauler. Je reviens toujours à cette idée, nous ne sommes pas là pour juger. Donc, bien sûr, si un client nous explique quelque chose qui n'est pas bon pour sa défense, et je parle là au pénal, surtout au pénal, il faut lui expliquer que ce n'est pas bon pour sa défense et voir avec lui si on en fait état ou pas. Et on n'est pas forcé du tout de faire état de tout. On peut ne pas tout dire. Ne pas tout dire, ce n'est pas mentir, à mon avis. C'est très bien. Le père n'est pas d'accord, parce que si on était d'accord sur tout, on arrêterait la discussion, ça aurait été très triste. Donc, on ne doit pas forcément tout dire. Je pense que le juge le plus célèbre est Salomon. En tout cas, c'est son jugement qui est le plus célèbre. Alors, je ne vous dirai pas que dans une vie antérieure, j'ai été l'avocat d'une des femmes, parce que la réincarnation et l'Église catholique, ça ne marche pas très bien. Donc, je n'ai pas été l'avocat d'une des femmes, mais imaginons, j'ai imaginé que j'étais l'avocat de la femme qui a le bébé à la fin, celle qui gagne, celle qui donc, quand Salomon dit très bien coupez-le en deux, dit eh bien non, laissez-le à l'autre. Alors je suis son avocat. Mais ce qui n'est pas dit dans la Bible, parce qu'il n'est pas nécessaire de tout dire et que si on ne dit pas tout pour autant on ne ment pas, ce qui n'est pas dit dans la Bible, c'est qu'en fait ce n'était pas la vraie mère. La vraie mère c'était l'autre, celle qui a voulu qu'on le coupe. La vraie mère c'était l'autre, mais elle en avait déjà eu 9 avant. Elle n'en pouvait plus de son mari. Elle n'en pouvait plus des bébés. Elle imaginait que franchement c'était terminé et celui-là était arrivé par hasard. C'était une femme très dure qui battait tous ses enfants et qui était extrêmement égoïste. Et l'autre, celle que je défends, c'était une femme stérile. Cela faisait plus de 15 ans qu'elle attendait un bébé. Elle attendait ce bébé comme on attend, on peut le dire, le Messie, surtout dans le peuple juif. Elle attendait ce bébé et elle avait vu arriver ce bébé chez sa voisine. Elle avait vu la manière dont sa voisine traitait le bébé in utero, en lui parlant mal, en se tapant sur le ventre. Elle avait vu à quel point c'était pénible, c'était odieux, et elle avait vu à la naissance que le bébé était abandonné et laissé pour contre. Alors elle l'avait pris, elle avait commencé à s'en occuper, et au bout de 24 heures déjà, c'était le sien.
Et à ce moment-là, l'autre, qui quand même trouvait que c'était un peu fort, comme toujours quand on vous prend quelque chose, ça paraît mieux, avait dit, moi je revendique le bébé parce qu'après tout, ça fait toujours un de plus. Et mon mari se demande où est passé le nôtre. Et donc, c'est comme ça qu'elles sont arrivées devant Salomon, chacune disant c'est le mien, et les deux ayant raison. Mais ma cliente m'a dit qu'elle n'avait pas accouché de ce bébé, et ma cliente m'a dit que ce n'était pas le sien. Et si j'avais plaidé à ce moment-là en disant « c'est vrai que ce n'est pas le sien », eh bien c'était réglé. Ce bébé était pour toute sa vie malheureux, mal élevé, battu par la mère qui ne voulait pas de lui. Et là, grâce au fait que simplement je n'ai rien dit, eh bien ce bébé a été à la bonne mère, la vraie, celle qui était capable de l'aimer. Donc je crois que ça peut remettre en question une certaine manière de voir le métier d'avocat. Nous sommes là pour défendre mon père, nous ne sommes pas là pour juger, nous sommes trop petits pour juger, nous sommes là pour porter une parole, pour l'accueillir, nous sommes là pour réconforter, pour accompagner, pour porter, nous sommes là d'abord pour aimer. La justice se trompe parfois quand elle cherche la vérité, d'ailleurs ne veut pas du tout toujours savoir la vérité. Nous ne sommes pas là que pour la vérité. Mon père, c'est votre tour.